Bonsoir à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui ce soir sera une lecture chuchotée. L'ouvrage que je vais vous lire ce soir est donc Miss Peregrine et les enfants particuliers, un ouvrage que j'ai particulièrement apprécié quand j'ai pu le lire il y a quelques années. J'espère donc que sa lecture vous fera voyager autant qu'elle a pu me faire voyager et vous détendra un maximum. Bonne écoute et bonne détente. Miss Peregrine et les enfants particuliers. Chapitre 1. J'ai passé le dernier après-midi d'avant à construire un modèle réduit au 1/100000 de l'Empire State Building avec des cartons de couches pour adultes. C'était une œuvre de toute beauté, vraiment, qui mesurait un bon mètre 50 depuis sa base et dominait glorieusement le rayon des cosmétiques. J'avais employé des paquets XXL pour les fondations, des mini-paquets pour la terrasse panoramique et soigneusement empilé des échantillons pour figurer l'antenne télé. C'était presque parfait, à un petit détail près. Dieu utilisait des ténas, a observé Shelley, qui contemplait ma tour avec une moue sceptique. La promotion porte sur les confiances. Shelley était la directrice du magasin. Ses épaules voûtées et son air pincé faisaient partie intégrante de son uniforme, au même titre que les polos bleus imposés au personnel. J'ai cru que tu m'avais dit Dena et je protestais. C'était la vérité en plus. Confiance, a-t-elle insisté. Elle a secoué la tête avec tristesse, comme si ma tour était un cheval de course blessé et elle, le bourreau. Un silence gêné a plané entre nous. Elle a regardé successivement l'édifice et son architecte, tandis que je la dévisageais d'un air abruti. Non, je ne voyais vraiment pas où elle voulait en venir. Oh, je finis par lâcher. Il faut que je recommence. Tu as utilisé des ténas, a-t-elle répété. Pas de problème, je te fais ça tout de suite. De la pointe du pied, j'ai poussé une boîte de ténas XXL privée de sa base. Le superbe édifice s'est effondré. Un tsunami de couches a déferlé dans le rayon, ricoché contre les jambes des clients ébahis et glissé jusqu'aux portes automatiques qui se sont ouvertes. Une bouffée de chaleur s'est engouffrée dans le magasin. On était au mois d'août, en pleine canicule. Le visage de Shelley a pris la teinte d'une grenade mûre. Elle aurait dû me virer sur le champ, mais je savais que je n'aurais pas cette chance. Depuis le début de l'été, j'essayais enfin de me faire renvoyer de Smart Aid. J'arrivais régulièrement en retard avec des excuses bidons. Je me trompais grossièrement en rendant la monnaie et je rangeais exprès les articles dans le mauvais rayon. L'après-rasage au milieu des laxatifs et les contraceptifs avec le shampoing pour bébé. Je m'étais rarement donné autant de mal pour atteindre un objectif. Pourtant, Shelley s'obstinait à me garder. Il faut dire que j'avais un statut privilégié. À ma place, n'importe quel autre employé aurait été mis à la porte depuis longtemps. C'était ma première leçon de politique. On dénombre 3 magasins Smart Aid à Englewood, la petite ville balnéaire assouvie où je vis. Il y en a 27 dans un seul comté de Sarasota et 115 en Floride. Une véritable éruption cutanée. Et si j'étais impossible à virer, c'est parce que mes oncles en étaient les heureux propriétaires. Je ne pouvais pas non plus démissionner. Dans ma famille, la tradition exigeait qu'on exerce son premier job d'été chez Smart Aid. Finalement, tout ce que je gagnais à jouer les tirs au flanc, c'était l'hostilité de Shelley et le ressentiment de mes collègues, qui m'en auraient voulu de toute manière car, malgré mon évidente incompétence, j'étais sûr d'hériter un jour d'une part de l'entreprise, et pas eux. Shelley s'est frayé un chemin entre les paquets de couches et m'a planté un doigt contre la poitrine. Elle allait me faire une remarque désagréable quand une voix a jailli du haut-parleur. Jacob, un appel pour toi sur la 2. Jacob, ligne 2. Elle m'a fusillé du regard, tandis que je battais en retraite, l'abandonnant parmi les décombres de ma tour. La salle de repos des employés était une pièce aveugle, froide et humide. Linda, l'assistante en pharmacie, grignotait un sandwich, sans croûte, dans la lumière criarde du distributeur de soda. Elle m'a indiqué du menton le téléphone fixé au mur. Un type te demande sur la 2.
j'ai récupéré le récepteur qui pendouillait au bout de son fil. Jacob, c'est toi. Salut, Grandpa. Jacob, Dieu soit loué. J'ai besoin de ma clé. Où est ma clé? Il était essoufflé et paraissait inquiet. Quelle clé? Ne te moque pas de moi, a-t-il rétorqué sèchement. Tu sais parfaitement laquelle. Tu as dû la ranger au mauvais endroit. Tu es de mèche avec ton père. Dis-le-moi. Il n'en saura rien. Je ne suis de mèche avec personne. Puis, pour changer de sujet, tu as pris tes médicaments ce matin. Ils viennent me chercher. Je ne sais pas comment ils m'ont retrouvé après toutes ces années, mais ils sont là. Avec quoi je vais les combattre? Avec un couteau à beurre. Ce n'était pas la première fois que j'entendais mon grand-père tenir ce genre de discours. Il vieillissait et, franchement, il commençait à perdre la boule. Au début, les signes de son déclin étaient presque imperceptibles. Il oubliait de faire ses courses, donnait ma mère le prénom de ma tante. Mais pendant l'été, sa confusion mentale était devenue cruellement évidente. Les histoires qu'il avait inventées sur sa vie pendant la guerre, les monstres, l'île enchantée, l'obsédaient. Il semblait convaincu de leur réalité. Il était particulièrement agité depuis quelques semaines et mes parents craignaient qu'il ne se mette en danger et envisageaient sérieusement de le placer dans une maison de retraite. Pour une raison mystérieuse, j'étais le seul à recevoir ces coups de fil apocalyptiques. Comme d'habitude, je fais mon possible pour le calmer. Tu ne crains rien, tout va bien. Je passerai te voir tout à l'heure avec un DVD. On le regardera ensemble, d'accord? Non, tu restes où tu es, c'est dangereux ici. Grandpa, il n'y a plus de monstres. Tu les as tous tués pendant la guerre, souviens-toi. Par souci de discrétion, j'ai tourné le dos à Linda, qui lorgnait d'un air curieux par-dessus son magazine de mode. Pas tous, a protesté mon grand-père. J'en ai tué beaucoup, c'est vrai, mais il y en a toujours plus. Je l'entendais ouvrir des tiroirs, claquer des portes, se cogner partout. Il était en pleine crise de démence. Je t'interdis de venir, tu m'entends? Je vais me débrouiller, leur couper la langue et les poignarder dans les yeux. C'est la meilleure méthode, si seulement je trouvais cette maudite clé. La clé en question ouvrait une armoire métallique dans son garage, où il stockait assez de fusils et de couteaux pour armer une petite milice. Grandpa avait consacré la moitié de sa vie à collectionner ces armes, achetées dans des expositions aux quatre coins du pays. En semaine, il partait pour d'interminables parties de chasse et le dimanche, il traînait ses enfants dans des concours de tir pour leur apprendre le maniement des armes. Il aimait tellement ses fusils qu'il dormait avec. Pour preuve, un vieux cliché que mon père me montrait parfois. On y voyait Grandpa Portman assoupi, un revolver à la main. Quand j'ai demandé à mon père pourquoi Grandpa était fasciné par les armes à feu, il m'a expliqué que c'était souvent le cas des anciens soldats ou des victimes de traumatisme. Avec tout ce que mon grand-père avait vécu, on pouvait comprendre qu'il ne se sent en sécurité nulle part, même pas chez lui. Et par une triste ironie du sort, maintenant que les illusions et la paranoïa l'emportaient sur sa raison, il n'était effectivement plus en sécurité chez lui, avec tous ses pistolets. C'est pourquoi mon père lui avait subtilisé sa clé. J'ai répété que j'ignorais où elle était. Grandpa a proféré de nouveaux jurons et claqué encore quelques portes, signe qu'il reprenait ses recherches. Après quelque temps, il a renoncé. Bah, toi, ton père n'a qu'à garder cette clé si ça lui chante. Il aura mon cadavre sur la conscience. J'ai mis fin à la conversation le plus poliment possible, puis j'ai téléphoné à papa. Grandpa est en pleine crise. Il a pris ses médicaments. Il ne m'a pas répondu, mais j'ai l'impression que non. Mon père a soupiré. Tu veux bien passer chez lui pour voir si tout va bien? Je ne peux pas quitter mon travail. Mon père officiait comme bénévole à la Ligue pour la protection des oiseaux. Il soignait des aigrettes neigeuses percutées par des voitures et des pélicans qui avaient avalé des hameçons. Ornithologue amateur, il se rêvait en écrivain de la nature et entassait dans ses tiroirs des dizaines de manuscrits non publiés. Le genre de job qu'on exerce seulement quand on a épousé l'héritière d'une chaîne de pharmacie. Cela dit, j'étais mal placé pour le critiquer et je pouvais facilement m'éclipser. J'ai donc accepté la mission. Merci Jake, je te promets qu'on va bientôt régler toutes ces histoires avec Grandpa. Toutes ces histoires avec Grandpa. Tu veux dire que vous allez l'enfermer dans une maison de retraite, et je traduis, pour vous décharger du problème sur quelqu'un d'autre. Ta mère et moi n'avons pas encore pris la décision. Tu parles, Jacob.
vieille Crown Victoria dans le parking. En partant, j'ai annoncé la mauvaise nouvelle à Shelley. Sa tour de confiance devrait attendre le lendemain. Urgence familiale, ai-je prétexté. C'est ça. Je suis sorti dans la chaleur poisseuse de la fin d'après-midi. Ricky m'attendait en soufflant des ronds de fumée, assis sur le capot de son épave. Avec ses bottes pleines de boue et ses cheveux verts, il me faisait penser à James Dean, version punk et plouc. Un hybride de culture underground, tel qu'on en trouve dans le sud de la Floride. Il s'est levé dès qu'il m'a vu. Ça y est, tu t'es enfin fait virer. Chut, ils ne sont pas au courant de mes projets. Ricky m'a balancé un coup de poing dans l'épaule, un geste qui se voulait encourageant, mais qui a failli me pulvériser la clavicule. Patience, l'intello. Demain est un autre jour. Il me surnommait l'intello parce que je suivais plusieurs cours avancés au lycée. Notre amitié s'accompagnait d'un certain agacement réciproque. À vrai dire, elle était surtout basée sur la coopération. Un troc cerveau contre muscle. En échange de mon aide en anglais, il me protégeait des psychopathes qui grouillaient dans le couloir du bahut. Il avait l'avantage de mettre mes parents très mal à l'aise. C'est mon plus fidèle ami, pour ne pas dire le seul. Pathétique, non. Ricky a cogné contre la portière passager de la Crown Victoria, l'unique moyen de l'ouvrir, et je suis monté à bord. La Vic était une œuvre d'art digne d'un musée. Ricky se l'était procuré à la casse contre un pot de pièces de 25 cents, c'est ce qu'il racontait. Et il y flânait une odeur fétide que les désodorisants aux pinces suspendues sous le rétroviseur ne suffisaient pas à masquer. Les sièges étaient rafistolés avec du ruban adhésif afin de protéger nos fesses des ressorts. Mais le plus ahurissant, c'était la carrosserie. Un paysage lunaire, rouillé, fait de trous et de bosses. Dans l'espoir de récolter assez d'argent pour remplir le réservoir, Rick avait eu l'idée de proposer à des fêtards sous de frapper la voiture avec un club de golf. $1 le coup. La seule règle, qui n'avait pas été rigoureusement respectée, était de ne pas viser les vitres. Le moteur s'est ranimé dans un bruit de crécelle et la voiture a craché un nuage de fumée bleue. Nous avons quitté le parking et traversé la zone industrielle en direction de chez Grandpa. J'ai commencé à stresser. Dans quel état allais-je le trouver? J'imaginais les pires scénarios. Mon grand-père courait à poil dans la rue, armé d'un fusil de chasse ou allongé sur sa pelouse, la bouche écumante, un couteau à la main. Tout était possible et j'étais très inquiet à l'idée que Ricky allait rencontrer pour la première fois cet homme dont je lui parlais avec dévotion. Le ciel avait la couleur d'une ecchymose toute fraîche quand nous sommes entrés dans son quartier. Un dédale de ruelles et d'impasses plus connues sous le nom de Circle Village. Nous avons ralenti devant la guérite du gardien et pour nous annoncer, mais comme souvent le vieil homme ronflait et la grille était ouverte. Mon téléphone a vibré. Mon père m'envoyait un texto pour me demander des nouvelles. J'ai passé 1 minute à lui répondre, pendant laquelle Rick a continué à rouler au hasard. Quand je lui avouai qu'on était perdu, il a pesté et craché du jus de tabac par sa vitre avant de prendre une série de virages en épingle à cheveux. J'ai scruté le paysage en vain. J'étais venu voir mon grand-père un nombre incalculable de fois, mais ce n'était pas si facile de se repérer dans son quartier. Toutes les maisons se ressemblaient. Des parallépipèdes trapus couverts d'aluminium ou de bois, façon années 70, ou affublés de colonnades en stuc pour les plus mégalos. Les plaques des rues, passées au soleil et cloquées, ne m'étaient d'aucun secours. Les seuls points de repère étaient les accessoires ornant les pelouses, plus délirants les uns que les autres, qui faisaient de Circle Village un véritable musée de plein air. J'ai enfin reconnu une boîte à lettres soutenue par un majordome en métal qui, malgré sa posture rigide et son air prétentieux, pleurait de larmes de rouille. J'ai crié à Ricky de tourner à gauche. Les pneus de la Vic ont crissé et j'ai été projeté contre la portière. Le choc a dû débloquer quelque chose dans mon cerveau, car j'ai soudain retrouvé mon sens de l'orientation. Prends à droite au Flamand Rose, à gauche après les Pères Noël du monde entier, tout droit devant les anges qui pissent. Ricky a ralenti après les chérubins. Il a promené un regard perplexe sur le quartier. Aucune lumière n'était allumée, aucune télé ne scintillait derrière les fenêtres. Les voitures de collection avaient déserté les garages. Les habitants avaient fui vers le nord pour échapper à la canicule. Les
laissant leur nain de jardin noyé dans des pelouses en friche et les volets anti-ouragan soigneusement fermés. Ainsi barricadées, les maisons ressemblaient à des petits bunkers pastels. Dernière à gauche, ai-je annoncé. Ricky a enfoncé l'accélérateur et la Vic a descendu la rue en pétaradant. À la 4e ou 5e maison, j'ai aperçu un vieil homme devant chez lui, chauve comme un œuf, en robe de chambre et pantoufles. Il était occupé à arroser sa pelouse. L'herbe lui arrivait au mollet. La maison était éteinte et ses volets fermés comme les autres. Quand je me suis retourné pour le regarder, j'ai eu l'impression qu'il me fixait. Puis j'ai réalisé avec un petit frisson que ce n'était pas impossible. Ses yeux étaient d'un blanc laiteux. Bizarre, ai-je pensé. Grandpa ne m'a jamais parlé d'un voisin aveugle. La rue se terminait par un mur de pins de Virginie. Ricky a tourné à gauche dans l'allée de Grandpa. Après avoir coupé le contact, il est sorti, a contourné la voiture et donné un coup de pied dans ma portière pour me libérer. Nous avons traversé l'étendue d'herbe sèche menant à la véranda. J'ai appuyé sur la sonnette et attendu. Un chien a aboyé quelque part, un bruit isolé dans le soir étouffant. Comme personne ne répondait, j'ai frappé à la porte. La sonnette était peut-être HS. Ricky a fait un sort au moucheron qui voltait autour de nous. Il a dû aller faire un tour, a-t-il suggéré. Un rendez-vous galant. Tu rigoles. N'empêche qu'il a plus d'occasions que nous. Ce quartier est un repère de veufs pleines aux as. Je plaisantais pour me calmer les nerfs. Le silence m'angoissait. Je suis allé récupérer le double des clés dans leur cachette, sous un buisson. Attends-moi ici. Pourquoi ? Parce que tu mesures 1,90 m, que tu as les cheveux verts et que mon grand-père ne te connaît pas et qu'il possède un tas d'armes à feu. Ricky a haussé les épaules et fourré une nouvelle boulette de tabac dans sa joue. Puis il s'est installé sur une chaise de jardin pendant que j'ouvrais la porte. Malgré la pénombre, j'ai tout de suite remarqué le désordre. On aurait dit que la maison avait été saccagée par des cambrioleurs. Les étagères et les placards avaient été vidés de leur contenu qui gisait par terre dans une collection de Reader's Digest en gros caractères et les coussins du canapé. Les chaises étaient renversées, les portes du réfrigérateur et du congélateur étaient ouvertes et de petites flaques poisseuses s'étalaient sur le lino. Ma gorge s'est nouée. Grandpa avait-il fini par perdre complètement les pétales? J'ai crié son nom, en vain. Je suis allé de pièce en pièce. J'ai allumé les lumières et exploré tous les endroits où un vieillard paranoïaque pourrait avoir l'idée de se cacher. Derrière les meubles, dans le grenier, où l'on tenait à peine debout, sous l'établi de garage aussi. J'ai même examiné l'armoire où il rangeait ses armes. Elle était verrouillée et la serrure entourée des raflures, signe qu'il n'avait pas essayé de la forcer. Sous la véranda, une fougère sèche s'agitait dans la brise. Plein d'appréhension, je me suis agenouillé sur le gazon synthétique pour jeter un coup d'œil sous les bancs de rotin. Et de là, j'ai aperçu une lueur dans le jardin. J'ai foncé dehors et trouvé une lampe torche abandonnée dans l'herbe. Son faisceau était orienté vers le petit bois au fond du terrain. Une véritable forêt vierge qui s'étend sur plus d'1 kilomètre entre Circle Village et le quartier voisin, Century Woods. La rumeur dit que ce bois grouille de serpents, de ratons laveurs et de sangliers. J'ai imaginé mon grand-père perdu dans cette jungle, en peignoir, et un sombre pressentiment m'a envahi. On lit régulièrement ce genre de faits divers dans les journaux. Un vieillard tombé dans un bassin de rétention, dévoré par les alligators. Le pire n'était pas difficile à envisager. J'ai appelé Ricky. Il est arrivé au pas de course et a aussitôt remarqué qu'un détail qui m'avait échappé. Une longue entaille menaçante dans le grillage de la porte. Il a sifflé. Sacrée coupure, ça c'est un sanglier ou un lynx. Il faut voir les griffes de ces bestiaux. Des aboiements furieux ont éclaté tout près. Nous avons sursauté et échangé un regard inquiet. Ou un chien, ai-je dit. Le bruit a déclenché une réaction en chaîne. Bientôt, tous les chiens du quartier hurlaient de concert. Ricky a hoché la tête. Possible. J'ai une 22 dans mon coffre. Attends-moi ici. Les aboiements se sont calmés progressivement et un cœur d'insecte nocturne a pris le relais. Mon visage ruisselait de sueur. Il faisait nuit à présent, mais le vent était tombé et l'air était encore plus chaud qu'en plein jour. Muni de la lampe, je me suis avancé
vers les arbres. Grandpa était là, quelque part, j'en suis sûr. Mais où? Je n'avais aucun talent de pisteur. Ricky non plus. Pourtant, quelque chose me guidait. L'accélération de mon pouls peut-être, ou un chuchotement dans l'air moite. Incapable d'attendre une seconde de plus, je me suis précipité dans les sous-bois comme un chien de meute lancé sur une piste invisible. C'est difficile de courir dans un bois en Floride. Entre les arbres, le sol était hérissé de tiges de choux palmistes à hauteur de cuisse et couvert de lianes enchevêtrées. J'ai fait de mon mieux tout en appelant Grandpa et en promenant le faisceau de la lampe autour de moi. J'ai aperçu une lueur blanche et foncée droit dessus. De près, j'ai reconnu un ballon de foot, délavé et dégonflé, que j'avais perdu des années plus tôt. J'allais abandonner et rejoindre Ricky quand j'ai remarqué une étroite bande de végétation écrasée. Je me suis engouffré dans la brèche en éclairant les alentours. Les feuilles étaient éclaboussées d'un liquide sombre. J'ai dégluti péniblement et me suis armé de courage pour remonter la piste. Plus j'avançais, plus mon ventre se nouait, comme si mon corps savait déjà ce qu'il allait découvrir et tentait de m'avertir. Et soudain, je l'ai vu. Mon grand-père gisait à plat ventre sur un lit de plantes grimpantes, les jambes étendues, un bras replié sous son buste, comme s'il était tombé de très haut. J'ai tout de suite pensé qu'il était mort. Son maillot de corps était trempé de sang, son pantalon déchiré et il lui manquait une chaussure. Je suis resté un long moment immobile à le regarder dans le faisceau tremblant de ma lampe. Quand j'ai enfin retrouvé l'usage de la parole, j'ai prononcé son nom. Il n'a pas bougé. Je suis tombé à genoux et j'ai posé une main à plat sur son dos. Le sang qui suintait de sa plaie était tiède. Grandpa respirait encore, quoique superficiellement. J'ai glissé les bras sous son corps pour le faire rouler sur le dos. Ses yeux étaient vitreux, son visage blême et creusé. Puis j'ai vu les coupures qui lui zébraient le ventre et j'ai failli m'évanouir. Elles étaient larges, profondes et souillées de terre. Autour de lui, le sol était une boue sanglante. J'ai tiré les lambeaux de sa chemise sur ses blessures, sans le regarder. J'ai entendu Ricky crier dans le jardin. « Je suis là !» a-t-il hurlé en retour. J'aurais peut-être dû en dire plus, l'avertir du drame, mais j'étais incapable de parler. Une pensée obsédante tournait en boucle dans ma tête. Les grands-parents sont censés mourir dans leur lit, dans une chambre confortable, percée par le bourdonnement des appareils médicaux. Certainement pas vautrés dans une boue immonde au milieu des fourmis, un coupe-papier en laiton dans la main. Un coupe-papier. Il n'avait eu que cela pour se défendre. Je l'ai fait glisser entre ses doigts et il a refermé le poing sur le vide dans un geste plein d'angoisse. J'ai pris sa main dans la mienne. Mes doigts aux ongles rongés se sont intercalés entre ses doigts pâles, striés de veines violettes. Il faut que je te déplace. J'ai passé un bras sous son dos, l'autre sous ses jambes, et j'ai essayé de le soulever. Il a gémi et s'est raidi, alors j'ai arrêté. Je ne supportais pas l'idée de le faire souffrir, mais je ne pouvais pas non plus le laisser là. Comme la seule solution était d'attendre, j'ai essuyé doucement la terre qui maculait ses bras, son visage et ses cheveux blancs clairsemés. Puis j'ai remarqué que ses lèvres remuaient. Sa voix était à peine audible. J'ai approché l'oreille de sa bouche. Il bredouillait des mots inintelligibles, un mélange d'anglais et de polonais. Je ne comprends pas, ai-je chuchoté. J'ai répété son nom jusqu'à ce qu'il fixe les yeux sur moi. Il a pris une brève inspiration et dit tout bas, distinctement cette fois. « Va sur l'île, Jacob. Tu n'es pas en sécurité ici. » Toujours sa vieille paranoïa. Je lui ai pressé la main et lui ai assuré que tout allait bien, qu'il allait s'en sortir. C'était la deuxième fois de la journée que je lui mentais. Puis je lui ai demandé ce qui s'était passé, quel animal l'avait attaqué, mais il n'écoutait pas. « Va sur l'île, a-t-il de nouveau murmuré. Tu y seras en sécurité. Promets-moi. D'accord, je te le promets. Est-ce que j'avais le choix? Je pensais pouvoir te protéger, a-t-il ajouté. J'aurais dû te parler depuis longtemps. Je voyais la vie le quitter, inexorablement. J'ai ravalé mes larmes. Me parler de quoi? Je n'ai plus le temps, a-t-il soufflé. Il a redressé la tête, tremblant sous l'effort,
et m'a glissé à l'oreille. Trouve l'oiseau dans la boucle, de l'autre côté de la tombe du vieux, le 3 septembre 1940. J'ai acquiescé, mais il a bien vu que je n'avais pas compris. Avec ce qui lui restait de force, il a ajouté « Emerson, la lettre, raconte-leur ce qui est arrivé, Jacob. » Sur ces mots, il s'est laissé tomber, fourbu. Je lui ai dit que je l'aimais. Après, j'ai eu l'impression qu'il s'était réfugié en lui-même. Il fixait le ciel, constellé d'étoiles. Un instant plus tard, Ricky a déboulé du sous-bois. Il s'est arrêté net en découvrant le vieil homme affalé dans mes bras. Oh, mince! Oh mon Dieu, merde! Il s'est frotté le visage avec les mains. Alors, tandis qu'il se lançait dans une tirade affolée, où se mêlaient des brides de phrases, trouvez le bout, appelez les flics, tu as vu quelque chose? Un sentiment étrange s'est emparé de moi. J'ai lâché le corps de mon grand-père et me suis mis debout. Mes nerfs grésillaient, comme si j'étais soudain doté d'un puissant instinct. Une créature rôdait dans les parages. Je sentais sa présence. Il n'y avait pas de lune et rien ne bougeait dans le sous-bois. Pourtant, de façon inexorable, j'ai su exactement à quel moment lever ma lampe torche et où la braquer. Et là, dans ce mince rayon de lumière, j'ai aperçu un visage tout droit sorti des cauchemars de mon enfance. Le monstre m'a rendu mon regard. Ses yeux nageaient dans des fossés pleins d'un liquide sombre. Des lambeaux de chair noire pendaient sur sa carcasse voûtée. Sa bouche ouverte, grotesque, laissait échapper un faisceau de langue interminable qui se tortillait comme des anguilles. J'ai hurlé. La créature a fait volte-face et disparu dans les fourrés. Le bruit a alerté Ricky, qui a levé le canon de sa 22 et tiré. Pa, 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 pa. C'était quoi ça? C'était quoi, bordel? Mais il ne l'avait pas vu, et j'étais incapable de lui décrire. J'étais comme pétrifié. Après, je crois que j'ai eu un passage à vide, parce qu'il a crié « Jacob, Jake, hé, l'intello, ça va ?» C'est le dernier truc dont je me souviens.